Salut les joueurs, dans cette vidéo, on va voir comment jouer à Pandémique, le règne de Cthulhu. Un jeu coopératif basé sur l'œuvre littéraire d'Howard Philip Lovecraft pour 2 à 4 joueurs, dont l'auteur est Chuck D. Yeager et c'est édité chez Philosophia. Au niveau du matériel, on commence par un plateau représentant les villes célèbres Lovecraftiennes. Arkham, Innsmouth, Dunwich et Kingsport. Vous aurez ensuite un paquet de cartes grands anciens, dans celui-ci trouvez Cthulhu et mettez le face caché sur l'emplacement marqué d'un X. Mélangez le reste du paquet et piochez 6 cartes que vous mettrez face cachée sur les emplacements restants. Les autres cartes seront remises dans la boîte. Vous trouverez 4 jetons sauts que vous mettrez sur ces emplacements face croix visible. Il y a aussi un dé de santé mentale à mettre à côté du plateau à disponibilité des joueurs. Vous aurez également 26 figurines de cultistes et 3 figurines de créatures visqueuses appelées Shoggoth que vous mettrez proche du plateau. Il y a également un paquet de cartes invocation avec un dos comme ceci que vous mélangerez bien et que vous placerez à cet endroit du plateau. Dévoilez les 2 premières cartes de ce paquet et placez 3 cultistes sur chacun des lieux dévoilés. Dévoilez 2 autres cartes et placez 2 cultistes dans chaque lieu. Dévoilez encore 2 autres cartes et placez un cultiste dans chaque lieu. Enfin, dévoilez une ultime carte où cette fois-ci vous mettrez un Shoggoth. Une fois tout ceci fait, placez les 7 cartes utilisées face visible dans la défausse invocation, se trouvant juste au-dessus de la pioche invocation. Ensuite, chaque joueur va avoir un investigateur, mais avant cela, il faut déterminer un premier joueur. Celui-ci sera le dernier à avoir lu une histoire d'horreur. Une fois ceci fait, mélangez les 7 cartes investigateurs et révélez-les en 2. Le premier joueur en choisit une, et prend la figurine correspondante, ainsi que 4 jetons santé mentale. Il mettra sa carte face Saint-Esprit, c'est-à-dire avec la face colorée. Cette carte est remplacée par une nouvelle carte investigateur, et le prochain joueur choisit entre ces 2 cartes. Continue ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait choisi une carte investigateur. Ensuite, placez les figurines investigateurs sur la gare. Et enfin, chaque joueur prendra une carte aide de jeu. Les cartes investigateurs, figurines et aide de jeu restantes seront remises dans la boîte. Une fois tout ceci fait, vous trouverez un paquet de cartes joueurs de 4 couleurs différentes avec un dos comme ceci, dont il va falloir ajuster un certain nombre de cartes selon le niveau de difficulté de la partie. Pour une partie d'introduction, vous garderez les 44 cartes du paquet. Pour une partie standard, retirez une carte indice de chaque couleur. Pour une partie héroïque, retirez 2 cartes indices de chaque couleur. Vous aurez également un paquet de cartes reliques avec un dos identique aux cartes joueurs. Vous piocherez au hasard un certain nombre de reliques selon le nombre de joueurs. 4 reliques à 2 joueurs, 5 à 3 joueurs, et enfin 6 à 4 joueurs. Vous mélangerez bien ces cartes reliques avec le paquet de cartes indices défini selon la difficulté pour former le paquet joueur. Le restant des cartes reliques sera mis à côté du plateau face cachée. Distribuez ensuite aux investigateurs un certain nombre de cartes joueurs pour constituer leur main de départ. En fonction du nombre d'investigateurs, remettez à chacun 4 cartes pour une partie à 2 joueurs, 3 cartes pour 3 joueurs, et enfin 2 cartes pour 4 joueurs. Étant donné que c'est un jeu coopératif, il est vivement conseillé de garder vos cartes face visible. Enfin, vous trouverez 4 cartes Le Mal se répand, toujours avec le même dos que les cartes joueurs. Divisez le paquet joueur déjà constitué en 4 piles face cachée, aussi égales que possible. Mélangez une carte Le Mal se répand dans chacune de ces piles, toujours face cachée. Ensuite, empilez ces 4 piles en prenant soin de placer les piles les plus petites en bas dans ce qui sera l'ultime paquet joueur et qui sera placé à cet endroit du plateau. Une fois cette laborieuse mise en place effectuée, le premier joueur commence la partie. Mais quel est donc le but du jeu? Dans un temps se passant dans les années 30, vous et vos amis incarnez des investigateurs. Vous devez coopérer pour sceller 4 portails afin d'empêcher le réveil de Cthulhu, mais aussi d'empêcher les cultistes et les Shoggoth d'envahir les villes. Votre échec condamnerait le monde au chaos, à la folie et à la destruction. Le tour de chaque joueur est divisé en 3 phases qui sont rappelées sur le plateau de jeu et qui sont 1. Effectuer 4 actions, 2. Piocher 2 cartes joueurs, 3. Révéler des cartes invocation. Une fois que le joueur actif a révélé les cartes invocation, le joueur à sa gauche joue à son tour.
Les joueurs peuvent s'échanger des informations librement en s'assurant que chacun puisse contribuer aux discussions et stratégies. Toutefois, le joueur dont c'est le tour a toujours le dernier mot sur les actions qu'il réalisera. Il est à noter que votre main peut comprendre des cartes indices, c'est-à-dire celles de couleur avec un nom de pile dessus, et des cartes reliques, en sachant que les cartes indices sont utilisées lors de différentes actions, tandis que les cartes reliques peuvent être jouées sans contrainte. On va maintenant détailler les 3 phases d'un tour. Chaque tour, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 actions, comme indiqué sur la face Saint d'Esprit de votre carte Investigateur. Vous pourrez réaliser une combinaison des différentes actions que l'on va énumérer sous peu et que vous retrouverez sur votre aide de jeu. Vous pouvez choisir une même action plus d'une fois, chacune d'elles comptant pour une action. La capacité spéciale de votre investigateur peut influencer le déroulement d'une action. Certaines actions vous demandent de défausser une carte de votre main, vous placerez celle-ci dans la défaut joueur située à cet endroit du plateau. Maintenant, voyons les actions qu'un joueur peut effectuer durant son tour. Pour le prix d'une action, vous pouvez marcher. Pour cela, déplacez-vous de votre lieu actuel vers un lieu relié par une ligne blanche. Pour une action, vous pouvez aussi prendre le bus. Lorsque vous êtes sur une gare routière, vous pouvez soit défausser une carte indice pour vous déplacer vers n'importe quel lieu de la ville représenté sur la carte, soit défausser une carte indice correspondante à votre ville actuelle pour aller dans n'importe quel lieu de n'importe quelle ville. Toujours auprès d'une action, vous pouvez vous déplacer d'un portail ouvert avec ce symbole vers un autre portail ouvert. Alors, attention, après un tel déplacement, le joueur actif doit effectuer un jet de santé mentale. Et attention bis, les joueurs ne peuvent que se déplacer vers ou à partir d'un portail ouvert. Si un saut est sur cet emplacement, vous ne pouvez effectuer cette action. Alors attention, encore, si un déplacement vous fait entrer dans un lieu occupé par un Shoggoth, vous devez faire un jet de santé mentale. Et attention bis, si après avoir traversé un portail, vous êtes sur un lieu contenant un Shoggoth, lancez 2 fois le dé de santé mentale. Une fois pour avoir traversé le portail, et une autre fois pour avoir rencontré un Shoggoth. Nous verrons les conséquences d'un jet de santé mentale un peu plus tard. Vous pouvez aussi effectuer des actions spéciales qui sont au nombre de 5, dont le coût est variable et qui sont 1. Vaincre un cultiste, 2. Vaincre un Shoggoth, 3. Donner ou prendre une carte relique, 4. Donner ou prendre une carte indice, et enfin 5. Sceller un portail. On va détailler chacune d'entre elles. Pour une action, vous pouvez retirer un cultiste du lieu que vous occupez. Remettez celui-ci dans la réserve. Au prix de 3 actions, et oui c'est cher, retirez un Shoggoth du lieu que vous occupez et remettez-le dans la réserve. Après avoir vaincu un Shoggoth avec cette action, piochez une carte relique en récompense et ajoutez-la à votre main. Alors attention, d'autres effets vous permettent de retirer des Shoggoths du plateau, mais dans ce cas-là, vous ne gagnez pas de relique. Et attention bis, il ne faut pas oublier de faire un jet de santé mentale lorsque vous entrez sur le même lieu qu'un Shoggoth, avant de le vaincre. Ce n'est pas parce que vous allez le tuer que vous ne serez pas perturbé par la vision de cette masse informe et visqueuse. Pour une action, vous pouvez donner ou prendre une carte relique d'un investigateur se trouvant sur le même lieu que vous. Au prix d'une action, si vous êtes sur le même lieu qu'un autre investigateur et que vous êtes mis d'accord pour faire cette action, vous pouvez soit donner une carte indice correspondant à votre ville actuelle à un autre investigateur, ou prendre une carte indice correspondant à votre ville actuelle d'un autre investigateur. Si le joueur qui prend la carte en a maintenant plus de 7, il doit immédiatement défausser une carte joueur ou jouer une carte relique. Nous verrons les effets des reliques un peu plus tard. Pour une action, et uniquement lorsque vous êtes sur un lieu portail, défaussez 5 cartes indices correspondant à votre ville actuelle pour sceller le portail. Une fois ceci fait, placez-y le saut correspondant, puis retirez un cultiste de chaque lieu de la ville dont vous venez de sceller le portail que vous remettez dans la réserve. Après avoir fait vos 4 actions, ou moins selon certaines situations, piochez les 2 premières cartes du paquet joueur. Alors, attention, si au moment où vous devez piocher, il reste moins de 2 cartes dans le paquet joueur, la partie est terminée et votre équipe a perdu. Et bim. Ne remélangez pas la défausse pour refaire un paquet, ne cherchez pas solution, c'est fini, vous avez perdu. Alors, attention, si vous piochez au moins une carte le mal se répand, effectuez immédiatement les étapes suivantes indiquées sur la carte dans l'ordre et avant de pouvoir jouer une carte relique. 1. Combattre la folie. Le joueur actif effectue un jet de santé mentale et en applique le résultat. 2. Réveil. Révélez le prochain grand ancien et appliquez éventuellement son effet. 3. Un Shoggoth apparaît.
piochez la carte du dessous du paquet invocation et placez un Shoggoth sur le lieu indiqué, puis défaussez la carte invocation. Alors attention, si vous ne pouvez pas placer un Shoggoth sur le plateau parce qu'il n'en reste plus dans la réserve, la partie se termine et votre équipe a perdu. Et bim. 4. Les cultistes se regroupent. Mélangez la défausse invocation et placez-la sur le dessus du paquet correspondant. Alors, attention, il arrive que 2 cartes le mal se répand soient piochées en même temps. Dans un tel cas, effectuez les 4 étapes, une première fois, puis une seconde. Dans ce cas, la carte invocation de l'étape 3 de la seconde carte le mal se répand sera la seule à être mélangée sur le dessus du paquet invocation. Après avoir résolu une carte le mal se répand, retirez-la du jeu et ne piochez pas de carte pour la remplacer. Alors, attention, petit rappel indiqué sur le plateau. En tout temps, si vous avez plus de 7 cartes en main, après avoir résolu une ou 2 cartes le mal se répand si vous en avez pioché, défaussez des cartes ou jouez des reliques pour avoir au plus 7 cartes en main. Durant la phase invocation, dévoilez un nombre de cartes invocation du dessus du paquet égal à la fréquence d'invocation actuelle. Ce nombre est indiqué sous le grand ancien révélé le plus à droite, ou est égal à 2 si aucun grand ancien n'est révélé. Dévoilez ces cartes une à la fois, en prenant soin de placer un cultiste sur le lieu nommé sur la carte. Ensuite, défaussez cette carte dans la défausse correspondante. Si la fréquence d'invocation augmente durant la phase d'invocation à cause d'une carte, le mal se répand par exemple, continuez la fréquence du début de la phase d'invocation. La nouvelle fréquence prendra effet lors de la prochaine phase d'invocation. Alors, attention, si le lieu contient déjà 3 cultistes, n'en placez pas un 4e. À la place, un rituel d'éveil se déclenche, nous verrons son effet après. S'il ne reste plus de cartes dans le paquet invocation, mélangez la défausse pour créer un nouveau paquet. En revanche, si cela arrive au cours d'une phase d'invocation, ne mélangez pas les cartes révélées lors de cette même phase, elles restent dans la défausse. Alors, attention, à chaque fois que cette icône apparaît sur une carte invocation au cours de la phase d'invocation, déplacez chaque Shoggoth d'un lieu vers le portail ouvert le plus proche, c'est-à-dire sans jeton portail dessus. Si un Shoggoth déjà présent sur un portail ouvert se déplace, retirez-le du plateau et remettez-le dans la réserve, et un rituel d'éveil se déclenche. Nous allons voir ce qu'est ce fameux rituel après la précision suivante. Si un Shoggoth est à égale distance de 2 portails ouverts, le joueur actif déplace celui-ci d'un lieu vers le portail de son choix. Quand un rituel d'éveil se produit, révélez le prochain grand ancien et appliquez son effet. Alors attention, si Cthulhu, le dernier grand ancien, se réveille, la partie se termine et les investigateurs ont perdu. Et bim! Les grands anciens ont des effets très variés qui s'appliquent dès que l'un d'eux est révélé. Certains des effets sont permanents et impacteront la partie jusqu'à la fin et sont identifiés par ce symbole infini. D'autres effets sont instantanés et ne sont appliqués qu'une fois au moment du réveil de ce grand ancien. Nous détaillerons les grands anciens en fin de vidéo. Parlons maintenant des cartes reliques. Lors d'un tour, tout joueur peut jouer une ou plusieurs de ces cartes et ça ne fait pas partie des actions. Le joueur qui joue la relique décide comment l'utiliser. Alors attention, jouer une carte relique ne compte pas comme une action, mais a cependant un coût. En effet, après avoir joué la relique et résolu son effet, on retire la carte de la partie, puis le joueur qui l'a jouée effectue un jet de santé mentale. Les cartes reliques peuvent être jouées à tout moment, sauf entre le moment où vous piochez et appliquez l'effet d'une carte. Alors attention, si le grand ancien Yog-Sothoth est réveillé, les cartes reliques ne peuvent être jouées que par le joueur actif. On verra ça plus tard. Et attention bis, lorsque 2 cartes, le mal se répand, sont piochées ensemble, il est possible de jouer des cartes reliques après avoir résolu la première carte, le mal se répand. Les investigateurs doivent non seulement lutter contre le pouvoir des grands anciens et leurs cultistes, mais aussi contre leur propre perception de la réalité, tandis que des vagues de folie de plus en plus violentes menacent de submerger leur fragile équilibre mental, et c'est à ça que sert un jet de santé mentale. Vous devez effectuer un jet de santé mentale dans les cas suivants. Après avoir traversé un portail, après avoir résolu les effets d'une carte relique, quand vous entrez dans un lieu contenant un Shoggoth ou si un Shoggoth entre dans votre lieu, et enfin lors de la première étape d'une carte le mal se répand. Voici les différents effets du dé. Rien. Perte d'un point de santé mentale. Perte de 2 points de santé mentale. Ajout de 2 cultistes sur votre lieu. Dès qu'un investigateur perd tous ses jetons de santé mentale, celui-ci devient fou. Quand cela arrive, retournez la carte investigateur côté fou, c'est-à-dire côté grisâtre, ce qui a 2 conséquences. Premièrement, il joue une action de moins comme indiqué sur la carte. Si celui-ci avait encore des actions devenant fou, réduisez ce nombre de 1. Deuxièmement,
Ses capacités spéciales sont modifiées du fait de son nouvel état d'esprit. Du coup, seules ces capacités-là sont désormais actives. Alors attention, un investigateur fou doit toujours effectuer son jet de santé mentale chaque fois que nécessaire, car un résultat sur cette phase de dés est toujours possible, mais il ne perdra plus de santé mentale. Et attention bis, si tous les investigateurs deviennent fous, vous perdez la partie. Et bim. Cependant, ne craignez rien, même la folie peut se soigner. Si un investigateur fou scelle un portail, il est immédiatement transporté soit à l'église, soit à l'hôpital. Il retourne sa carte d'investigateur face Saint-Esprit, récupère toute sa santé mentale, ainsi que ses capacités et son nombre d'actions de départ, gagnant donc immédiatement une action à son tour. Alors attention, un investigateur ne peut pas choisir de rester fou. Sceller un portail en étant fou déclenche automatiquement et immédiatement les effets que nous venons d'énumérer à l'instant, et vu la difficulté à gagner dans ce jeu, il ne vaudrait mieux pas éviter ce privilège. Petite remarque néanmoins, si l'effet d'une carte permet à un investigateur fou de regagner de la santé mentale, ce dernier redevient sain d'esprit et regagne autant de santé mentale que permis par l'effet de la carte, et contrairement à l'effet déclenché après avoir scellé un portail, il n'est pas transporté à l'église ou à l'hôpital. Les investigateurs gagnent dès que les 4 portails sont scellés, mais ils perdent quand Cthulhu se réveille, ou quand il n'y a plus suffisamment de cultistes ou de chogottes à mettre sur le plateau, ou quand il reste moins de 2 cartes joueurs à piocher, ou enfin quand tous les investigateurs deviennent fous. Et bim! C'est plutôt rude, non? On va maintenant détailler chacun des effets des grands anciens du jeu, et on va commencer par ceux ayant un effet instantané. Pour Atlash Nasha, chaque investigateur doit placer un cultiste sur son lieu à moins de perdre un point de santé mentale. Si un investigateur n'a plus qu'un point de santé mentale, il ne peut pas choisir de le perdre, mais doit placer un cultiste sur son lieu, et il en va de même pour un investigateur fou. Dagon fait placer un cultiste sur chaque portail, ouvert ou fermé. Astur fait piocher la carte du dessous du paquet invocation, placer un shogot sur le lieu en question. Ensuite défausser la carte et déplacer chaque shogot d'un lieu vers le portail vert le plus proche. Ce grand ancien peut éventuellement vous faire perdre la partie avant de piocher des cartes, le mal se répand. Shub-Niggurath fait piocher 4 cartes du dessus du paquet invocation, mettez un cultiste sur chaque lieu apparu, puis défaussez les cartes. Shudmel fait défausser 3, 4 ou 5 points de santé mentale aux joueurs selon qu'ils soient 2, 3 ou 4 joueurs. Alors attention, peu importe la répartition entre les joueurs, l'important est que le bon nombre de points de santé mentale soit défaussé. Satoga fait défausser 2, 3 ou 4 cartes aux joueurs selon qu'ils soient 2, 3 ou 4 joueurs. Comme Shudmel, peu importe la répartition entre les joueurs, l'important est que le bon nombre de cartes soit défaussé. Si les joueurs n'ont pas assez de cartes, ils défaussent toutes celles qu'ils ont en main. Voyons maintenant les grands anciens avec effet permanent. Azathoth fait retirer 3 cultistes de leur réserve. Il passe donc de 26 à 23 au total. Alors attention, lorsqu'il est révélé, si le nombre de cultistes disponibles est de 2 ou moins, les joueurs perdent immédiatement la partie. Et oui, encore bim. En ce qui concerne Ithaka, pour partir d'un lieu contenant au moins 2 cultistes en marchant, vous devez d'abord vaincre un cultiste de ce lieu. Ce qui vous force à utiliser une action avant de vous déplacer. Alors attention, l'effet ne s'applique pas si vous utilisez un autre moyen de déplacement pour quitter ce lieu, et cette restriction disparaît si le nombre de cultistes est réduit à 1 par d'autres moyens, tels que la capacité de l'occultiste que nous verrons un peu après. Nyarlathotep vous empêche d'utiliser l'action « Traverser un portail ». Quant à Yig, pour sceller un portail, les joueurs doivent maintenant défausser, en plus des cartes normales, une carte d'une ville reliée. Alors attention, la capacité spéciale du détective ne permet pas de s'affranchir de cette carte supplémentaire. Par contre, l'effet de la relique œil de Migo peut être utilisé pour cela. Yog-Sothoth empêche de jouer des cartes reliques hors de son tour. Et enfin avec Cthulhu, le monde est plongé dans la folie, le chaos, la destruction, et vous perdez la partie. Méga bim! On va maintenant détailler les reliques, qui sont de précieux atouts pour les joueurs, en espérant qu'ils tombent sur la face vierge du dé de santé mentale, qui, je le rappelle, doit être lancé après utilisation de ces dernières. Pour le Cantique de Kadat, déjà, aucun jet de santé mentale n'est nécessaire pour jouer cette carte. Ensuite, choisissez une option. Soit tous les joueurs regagnent un point de santé mentale, soit un joueur regagne toute sa santé mentale. Quelques précisions néanmoins, si vous êtes fou, vous pouvez jouer cette relique après votre dernière action pour redevenir sain d'esprit. Dans ce cas, vous avez gagné une action effectuée dès ce tour. Si vous piochez cette carte lors de la phase piocher 2 cartes joueurs, vous ne gagnez pas immédiatement une action résultant de votre retour à l'état sain d'esprit, la phase action étant terminée. Avec la clé d'argent, le joueur actif peut se déplacer instantanément sur n'importe quel lieu du plateau.
coffre de protection comme pour le cantique de Kadat, aucun jet de santé mentale n'est nécessaire pour jouer cette carte. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les joueurs n'ont aucun besoin de faire de jet de santé mentale. Laissez cette carte à vue pour rappel. Alors attention, si vous piochez cette carte en même temps qu'une carte Le Mal se répand, vous devez résoudre cette dernière avant de pouvoir jouer le coffre de protection. Avec l'étrange statue, ne dévoilez aucune carte lors de la phase invocation. La flamme d'Al-Azred vous permet de retirer jusqu'à 4 cultistes ou un Shoggoth du plateau. Avec la gravure extraterrestre, le joueur actif peut effectuer 3 actions de plus le tour où cette carte est jouée. Alors attention, si vous piochez cette carte lors de la phase piocher 2 cartes, vous ne pouvez pas la jouer immédiatement, la phase action étant terminée. Le livre des ombres permet de piocher, consulter et réorganiser dans l'ordre de votre choix les 4 premières cartes du paquet joueur que vous replacez ensuite sur le dessus du paquet. Avec le miroir de Xaos, vous pouvez échanger une carte indice de votre main avec une autre de la main d'un autre joueur, peu importe là où chacun se trouve. L'œil de Migo vous permet de sceller le prochain portail avec une carte de moins, soit 4 cartes. Placez cette carte à côté de la des faux joueurs ou défaussez lorsque le portail suivant est scellé. Alors attention, si le grand ancien Yig est en jeu, la carte indice en moins peut être celle de la ville reliée. Le sablier final permet aux joueurs actifs de prendre n'importe quelle carte indice de la défausse joueur. Le saut de Leng permet d'annuler l'effet permanent d'un grand ancien pour tout le reste de la partie. Placez cette carte sur l'effet du grand ancien pour vous en rappeler. Si cette relique est jouée sur Azathoth, remettez les 3 cultistes dans la réserve. Et enfin, avec le signe des anciens, choisissez une ville. Si son portail a été scellé, aucun cultiste ou Shoggoth ne peut y être placé. Retournez le jeton saut sur la face signe des anciens pour vous en rappeler. Maintenant, on va présenter chacun des 7 investigateurs. On commence par la chasseresse, qui lors de l'action vaincre un cultiste permet de retirer tous les cultistes de son lieu. Et une fois par tour, elle peut vaincre un Shoggoth pour une seule action au lieu de 3. Elle rigole pas la petite dame. En revanche, en mode fou, à chaque tour, la première fois qu'elle entre dans un lieu sans cultiste, lancez un dé. Si vous tombez sur la perte d'un ou de 2 points de santé mentale, ne subissez pas ces dommages, mais à la place, placez-y un cultiste. Ignorez tout autre résultat. Vous pouvez toujours retirer tous les cultistes lors de l'action vaincre un cultiste, mais vous ne pouvez plus vaincre de Shoggoth pour une seule action. Avec le conducteur, lors de l'action marcher, vous pouvez vous déplacer de 2 lieux au lieu d'un. Et en plus, ce personnage est immunisé contre les effets d'Ithaka. En mode fou, lors de l'action marcher, cette fois vous devez vous déplacer de 2 lieux au lieu d'un, mais la protection contre Ithaka est toujours valide. Le détective permet de sceller un portail avec 4 cartes au lieu de 5. En revanche, en mode fou, aucun changement pour sceller un portail, mais s'il participe à une action prendre ou donner une carte indice, vous, ou le joueur faisant l'échange avec vous, devez dépenser 2 actions. Le docteur, quant à lui, peut effectuer 5 actions pendant son tour, mais qui revient à 4 en mode fou. Avec la journaliste, lorsque vous prenez le bus, défaussez n'importe quelle carte indice pour vous rendre dans n'importe quel lieu. Et pour une action, vous pouvez vous déplacer d'une gare routière jusqu'à n'importe quelle autre gare routière. Par contre, en mode fou, vous ne pouvez plus prendre le bus. Mais une fois par tour, en tant qu'action gratuite, vous pouvez prendre une carte indice correspondant à votre ville actuelle dans la défausse joueur. Le magicien permet d'augmenter la limite de cartes en main de 7 à 8 et aussi de commencer la partie avec une relique du paquet correspondant. Et de plus, à tout moment, même en dehors de votre tour, vous pouvez gratuitement faire l'action donner ou prendre une relique avec un investigateur sur le même lieu que vous. En mode fou, votre main revient à 7 cartes. Vous ne pouvez plus donner de reliques, mais vous pouvez toujours en prendre. Aussi, vous devez jouer une de vos cartes reliques chaque tour si vous en avez au moins une en main, même si elle est sans effet. En revanche, vous n'avez pas à faire de jet de santé mentale quand vous jouez une relique. Et enfin, on termine avec l'occultiste. Pour une action, vous pouvez déplacer un cultiste jusqu'à 2 lieux, et pour 2 actions, vous pouvez déplacer un Shoggoth d'un lieu. En mode fou, c'est la même chose, sauf que vous ne pouvez plus déplacer de Shoggoth. Et voilà pour Pandémique, le règne de Cthulhu. Un excellent jeu qui, comme quasiment tous les jeux coopératifs, propose un challenge ardu. Le fait de transposer le classique Pandémie à la source Lovecraft est une idée audacieuse, mais le résultat est pour ma part franchement réussi. On ressent bien l'atmosphère oppressante de l'écrivain. Comme il n'y a pas d'éclosion ni d'éclosion en chaîne dans ce jeu, contrairement aux Pandémies classiques pour ceux qui connaissent, ça n'en fait pas juste un bête copier-coller avec un habillage différent, et ça, c'est plutôt cool. Alors évidemment, la communication entre les joueurs est primordiale, mais malgré ça, ce jeu vous fera couiner à maintes reprises. Surtout lorsque vous perdrez à cause d'une carte, alors que vous étiez si proche d'une victoire.
Bref, si vous aimez les écrits Lovecraft, ainsi que les jeux coopératifs, je ne peux que vous conseiller ce Pandémique, le règne de Cthulhu. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt les joueurs.